Adjar au micro du 14h de Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, dans quelques minutes, le direct de Jérusalem avec notre correspondante permanente Pascal Sunshine, le grand entretien du 14h avec le rabbin Raphaël Sadine. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. Et on commence avec l'actualité en Israël. Le cabinet coronavirus a voté hier soir en faveur d'un confinement généralisé d'une durée de 2 semaines à partir du 18 septembre prochain. Une réponse à la recrudescence de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. De nombreuses restrictions seront en place pendant cette période. Les commerces non essentiels, lieux de loisirs et restaurants seront fermés. Les magasins d'alimentation et pharmacies resteront, eux, ouverts. Les écoles seront fermées, même si les enfants de la 5e année et plus continueront de suivre des cours en ligne. Les citoyens ne pourront sortir à plus de 500 mètres de leur domicile, sauf pour l'achat de fournitures vitales. Les rassemblements seront limités à 20 personnes en extérieur et 10 personnes en intérieur. Lors de la 2e et la 3e étape de ce plan, les restrictions seront petit à petit moins fortes. Le cabinet ministériel approuvera toutes ces mesures ce dimanche. Israël, Gabriel, qui a dénombré hier 4146 nouveaux cas de coronavirus. L'État hébreu compte 34 731 cas actifs, dont 482 hospitalisés dans un état grave et 137 sous assistance respiratoire. 1086 personnes sont décédées de la Covid-19 dans le pays au total. Diplomatie, l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis sera signé mardi prochain à la Maison-Blanche. Donald Trump a déclaré hier soir qu'un autre pays pourrait être ajouté à la cérémonie. Le président américain n'a pas précisé l'identité de ce pays. Vous entendrez d'autres pays arriver sur une période de temps relativement courte et vous pourriez avoir la paix au Moyen-Orient, a lancé Donald Trump. Il a souligné qu'un certain nombre de grands allaient entrer et affirmé s'être récemment entretenu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite. Dans ce contexte, la première visite officielle d'une délégation des Émirats arabes unis en Israël devait avoir lieu normalement le 22 septembre, mais elle pourrait être reportée en raison du coronavirus. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre israélien des Sciences, Yizhar Shai. Le confinement généralisé mis en place pendant 2 semaines dans le pays est la raison qu'il a évoquée pour justifier ce possible report. Le ministre a indiqué que les Émirats comprendraient que les Israéliens protègent la santé de leurs citoyens. Les Palestiniens ont réagi avec une profonde déception après le refus de la Ligue arabe de condamner l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Le refus des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe d'approuver un projet de résolution palestinien contre l'accord israélo-émirati ouvrira la voie à d'autres États arabes pour normaliser des relations avec l'État hébreu, ont averti les responsables palestiniens. Les frères arabes ont abandonné la question palestinienne à un moment où le monde entier la soutient, a déclaré Ahmed Majdalani, un membre du comité exécutif de l'OLP. La Ligue arabe a prouvé qu'elle ne pouvait pas prendre de décision par elle-même, a-t-il lancé. Et je vous indique que notre radio organisera une journée spéciale consacrée à la signature de cet accord mardi prochain tout au long de la journée. 7 morts ont été signalés la nuit dernière, Gabriel, à l'est d'Alep dans des frappes attribuées à Israël. Ça se passe en Syrie. Les médias syriens ont rapporté que les frappes auraient touché des cibles dans la ville d'Al-Safira, une zone qui abritait autrefois une installation de production de missiles du régime syrien. Il s'agirait de frappes contre une usine de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique. Comme à son habitude, l'État hébreu n'a pas commenté ces frappes. L'actualité en France maintenant, face à la résurgence de la Covid-19, un conseil de défense se réunit depuis ce matin 11h à l'Elysée. Des décisions seront annoncées dans l'après-midi. Le ministre de la Santé Olivier Véran tiendra une conférence de presse à l'issue de ce conseil de défense à 16h a priori. Parmi les décisions possibles, la réduction de la période de quarantaine de 14 à 7 jours. Emmanuel Macron a promis de nouvelles décisions hier pour donner de la visibilité sur les prochaines semaines. Le chef de l'État français a parlé de mesures décidées territorialement. D'autres pistes devraient être évoquées comme des restrictions sur les rassemblements ou les horaires d'ouverture d'établissements accueillant du public. Un conseil de défense dont nous reparlerons dans nos prochaines éditions. Sur le plan comptable, Gabriel, 9843 nouveaux cas ont été rapportés en France hier. Le pays compte plus de 353 000 cas confirmés de contamination. 19 décès supplémentaires ont été recensés, soit 30 813 morts depuis le début de la pandémie. 5 096 personnes sont hospitalisées et 615 patients en réanimation selon le dernier bilan de Santé publique France. Il est en première ligne face à la pandémie. Le président du Conseil scientifique a insisté ce matin pour que le politique se réengage très fortement contre le coronavirus, Gabriel. Jean-François Delfraissy était l'invité d'Europe 1 ce
matin, il a indiqué que la solution était dans la distanciation physique, dans les tests de dépistage également. Le choix n'est plus seulement sanitaire, a ajouté le professeur. Il faut qu'on se reprenne tous un tout petit peu en main. Parce que quelle est la solution ? La solution, elle est quand même dans la distanciation physique, elle est dans tester les personnes, et donc il faut tous qu'on puisse se reprendre un peu en main. Donc le message que j'ai voulu indiquer, eh bien c'est qu'il fallait qu'il y ait probablement, et on verra, c'est une décision politique, mais qu'on s'occupe de porter ces messages maintenant. Pourquoi ? Parce que la multiplication du virus, elle est forte dans certaines régions, et elle n'est pas linéaire, mais elle est exponentielle. Justice avec le 8e jour du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Des proches des victimes se succèdent à la barre encore aujourd'hui. Chloé Verlac, la compagne du dessinateur Bernard Verlac, dit Tignos a livré à l'audience ses souvenirs douloureux. C'est une journée monstrueuse que je revis inlassablement. Quand on connaissait Tignos, son sourire, il était impossible qu'il meure. Il était trop vivant pour mourir, poursuit Chloé Verlac. Je suis là pour comprendre l'incompréhensible. Comment cela a pu arriver ? J'ai besoin de comprendre pourquoi, a-t-elle ajouté. Nicolas Sarkozy est la une des médias depuis hier soir. L'ancien président français a créé la polémique en faisant un parallèle entre singe et nègre dans l'émission Quotidien. En s'exprimant sur l'importance des mots en politique, il est revenu sur le récent changement de titre de la version française du roman d'Agatha Christie. Ils étaient 10. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne, a déclaré l'ex-chef de l'État. Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Un parallèle que dément ces dernières heures l'entourage de l'ancien président de la République. En Corse, pour le sommet des 7 pays du sud de la Méditerranée, Emmanuel Macron a exhorté l'Europe à parler d'une seule voix et à se montrer ferme face à la Turquie en Méditerranée orientale. L'Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire face à la Turquie, a déclaré le président français à Porticcio. Il décrit les comportements de Recep Tayyip Erdogan comme inadmissibles et appelle ce dernier à clarifier ses intentions. Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, qui opérait donc sur ces côtes sous commandement OTAN. La Turquie a signé des accords inacceptables avec le gouvernement d'entente nationale libyen, niant les droits légitimes de la Grèce. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables. Emmanuel Macron hier à Ajaccio. On part maintenant aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, a déclaré qu'en cas d'élection le 3 novembre prochain, il ferait ce qu'il peut pour voir l'établissement d'un État palestinien. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine a ajouté qu'il s'opposerait à l'annexion de territoires en Judée-Samarie. Si je suis élu, je me battrai pour une solution à 2 États et pour y parvenir, Israël devra arrêter d'étendre les implantations et les Palestiniens devront arrêter leur incitation à la violence, a-t-il indiqué. L'ancien vice-président de Barack Obama a aussi dénoncé le bilan de son rival Donald Trump au Moyen-Orient, mais a reconnu que la négociation par son administration d'un accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis était une avancée positive. Merci Gabriel Attal. On part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadja. On vous retrouve comme tous les jours pour votre direct de Jérusalem. Pascal, après 6 heures de réunion, le cabinet Corona israélien a décidé hier soir d'un confinement général du pays à compter de vendredi soir prochain, soit la veille de Rosh Hashanah. Des éléments qui devront encore être confirmés dimanche prochain. Pascal, pour être le plus pédagogique et didactique possible pour nos auditeurs, quel est l'agenda politico-sanitaire des jours à venir en Israël ? Alors d'abord, cet agenda, vous l'avez rappelé Steve, est encore soumis à la décision définitive du gouvernement qui sera prise dimanche, et c'est important parce que cela veut dire que le programme tel qu'il a été validé par le cabinet restreint fera encore l'effet
l'objet d'ajustements au regard de ce qui se sera passé durant le week-end. Et on voit évidemment la vitesse à laquelle le nombre de cas évolue. Donc c'est là aussi important. Pour l'instant, effectivement, le principe de ce plan en 3 phases, c'est le début d'une période de confinement total pour une durée de 15 jours qui prendra effet le 18 septembre, ce qui nous met donc avant les fêtes de Rosh Hashanah. Et là, on revient vraiment au système le plus restrictif qu'on avait vu pendant la première période de confinement, c'est-à-dire interdiction de circulation au-delà de 500 mètres de son domicile, arrêt de toutes les activités publiques et privées, sauf ce qu'on appelle les postes indispensables, et fermeture de tous les commerces, à l'exception des chaînes de distribution alimentaire et des pharmacies. Tous les établissements scolaires seront fermés. Et pour ce qui est des prières, elles J'allais devront justement vous poser la question, Pascal. Dans quelle mesure ces mesures affecteront-ils la vie religieuse pour les fêtes du Nouvel An juif ? Eh bien, c'est exactement, Steve, ce que nous disions au début de ce compte-rendu, à savoir que là, sur ce point sensible particulier, le cabinet ne s'est pas prononcé, laissant la décision au gouvernement, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement envisager d'aménager en fonction de la surface des synagogues, de la surface disponible à l'extérieur, etc. Donc, de faire un petit peu au cas par cas pour permettre à la fois de respecter les distances barrières et en même temps de permettre au plus grand nombre possible de personnes de se rendre à la prière si elles le souhaitent, mais évidemment en respectant les distances sociales. Donc ça, c'est la première étape. Cette première étape est censée durer 15 jours, mais dans ce plan en 3 phases, justement, ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin de chaque phase, on procédera à une évaluation de la situation. C'est-à-dire que ce confinement total peut très bien être prolongé au-delà de 15 jours. Si ça n'est pas le cas, on entre dans la deuxième phase qui sera ce qu'on appelle un filet ou un dispositif resserré, c'est-à-dire qu'on pourra à nouveau circuler à l'intérieur de la ville, mais pas en dehors. Les écoles resteront fermées, les commerces aussi, en dehors des commerces indispensables. Donc, c'est un très léger relâchement du confinement. Et mais ensuite, pas de passage, pardon Pascal, pas de passage automatique entre la première et la deuxième phase, si je vous comprends bien. Absolument. Il faudra d'abord, au bout de 15 jours, évaluer la situation, voir si effectivement le nombre de cas à la hausse, disons le taux d'accroissement se réduit, se ralentit. Si ça n'est pas le cas ou si ça n'est pas suffisant, là non plus, des chiffres n'ont pas été communiqués. Le gouvernement pourra décider de proroger ce confinement total pour 1 semaine ou 2 semaines. On verra le moment venu. Et c'est seulement une fois que la même chose pour la deuxième phase, on considérera que la propagation du virus a suffisamment ralenti, qu'on entrera dans la 3e phase, qui est ce fameux feu de signalisation proposé par le commissaire au Covid, qui là revient à un système modulaire, ville par ville, selon le taux de propagation du virus, c'est-à-dire les villes dites vertes où l'activité pourra reprendre de manière quasi normale, et les localités rouges où là, au contraire, les contrôles seront maintenus. Pascal, selon un rapport du Centre d'information et de connaissances nationales sur le coronavirus rattaché à l'armée israélienne, il faudrait au moins 3 mois pour que le nombre de cas quotidiens passe sous la barre des 400. Pour rappel, nous en sommes aujourd'hui à plus de 4000. Quelles peuvent être les conséquences sociales et économiques d'un tel ralentissement des activités dans le pays ? Il y a évidemment une crainte extrêmement forte de la part de tous les acteurs économiques. C'est d'ailleurs pour ça que dimanche, le gouvernement, outre ce plan qu'il doit approuver, devra aussi approuver un plan qui lui sera soumis de filet de sécurité économique, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir que toutes les professions, tous les secteurs qui vont devoir être mis totalement à l'arrêt, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, les commerces, les lieux de divertissement, les loisirs, la culture, etc. Il va falloir, et le tourisme intérieur d'ailleurs également, tous ces secteurs vont devoir d'une manière ou d'une autre être subventionnés, recevoir une allocation, quelque chose qui leur permette de continuer à vivre pendant le temps du confinement puisqu'ils ne pourront pas travailler. Et ça, c'est uniquement pour la phase de confinement. Après, il faut aussi envisager les
répercussions à plus long terme, puisqu'on sait, on a malheureusement l'expérience du premier confinement, on sait que la remise à niveau et la remise en marche de l'ensemble de la machine économique ne se fait pas en quelques semaines ni même en quelques mois. Pascal, la crise sanitaire a croisé ces dernières heures non seulement l'actualité économique et sociale, mais aussi l'actualité diplomatique. L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis sera signé, on l'a dit tout à l'heure, à la Maison-Blanche la semaine prochaine, mardi précisément. Et pour se rendre aux États-Unis, le cabinet de Benjamin Netanyahou a indiqué hier que le Premier ministre prendrait un avion privé pour limiter les risques de contamination au sein de cet avion qui amènera aux États-Unis la délégation officielle. Une décision qui a suscité de grands remous. Alors, de tels remous, d'ailleurs, que finalement, le bureau du Premier ministre a annoncé que Benjamin Netanyahou renonçait à affréter un avion privé pour se rendre à Washington et qu'il voyagera sur un vol d'El Al comme le reste de la délégation. Alors bon, on sait que finalement, les avions sont peut-être aujourd'hui les lieux où la contamination se propage le moins, dans la mesure où l'air est renouvelé toutes les 3 minutes à l'intérieur d'une cabine. Donc finalement, oui, qu'est-ce qui justifiait le fait que le Premier ministre prenne un avion séparé, et surtout évidemment le coût assez important d'affréter un tel appareil a fait grincer des dents au moment où on est évidemment en train de surveiller chaque sou, étant donné que évidemment il va falloir puiser dans les caisses publiques. Disons que là c'était plus une maladresse qu'autre chose. L'idée, effectivement, que le Premier ministre puisse être mobile et puisse finalement rester à Washington le moins longtemps possible. C'était ça l'objectif. Bon, ben finalement, Benjamin Netanyahou voyagera sur El Al. Merci Pascal. Pascal Zonshine qu'on retrouve tous les jours à 14h10 pour son direct de Jérusalem. À lundi, Pascal, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Steve. On va marquer une pause à 14h16, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce 14h avec le grand entretien. Nous recevons aujourd'hui le rabbin Raphaël Sadine. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. Radio J. Tous les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. L'hymne des Jeux Olympiques, retour en 1972 ce matin. Et oui, c'est vrai qu'on y revient chaque année, souvent sur Radio J, mais c'est un chapitre important de l'histoire. Et notamment des survivants de la tuerie de Charlie Hebdo continuent de se succéder à la barre. Tous les témoignages convergent. La violence extrême, les balles qui fusent au cri d'Allahu Akbar, l'état de sidération. Du billet de Judith Mergui qui m'a rejoint en studio. Comment ça va, Judith ? Ouais, j'ai décidé d'arriver en avance maintenant. 7h40, c'était trop tard. Quelle élève studieuse ? De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, monture et verre, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Leader Cash pour les fêtes de Ticherie jusqu'au 18 septembre. La boîte de thon Snapir à l'huile Rottenberg, lot de 3 fois 160 grammes, 2,89 € seulement. Leader Cash, 82 rue Petit, Paris 19e, 81 rue Jules Guesde à Levallois et 71 avenue Henri Barbus à Gagny. Leader Cash, désormais 3 magasins pour vous servir. 48 heures pour Israël, c'est parti. À l'occasion de ses 100 ans, le Keren Hayesod lance une campagne exceptionnelle au profit de jeunes Israéliens en très grande difficulté. À partir du dimanche 13 septembre et pour 48 heures, chaque euro donné sera doublé par de généreux mécènes du Keren Hayesod. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire 100 fois plus pour Israël. Donnez et faites donner autour de vous du 13 au 15 septembre sur keren-hayesod.fr. Keren-hayesod.fr. Shana Tova. Papa, tu sais, j'ai plein d'amis au Talmud Torah de Judaïsme en mouvement. Tu peux m'inscrire avec mon frère ? Bonne idée. Vous pourrez ainsi apprendre à lire l'hébreu, découvrir l'histoire juive et le sens des fêtes. D'autant plus que là-bas, il y a égalité totale entre les garçons et les filles. Trop bien. Quand est-ce que ça commence ? Alors la rentrée et les portes ouvertes sont le dimanche 6 septembre à 9h45 et les cours ont lieu les mardis, mercredis ou dimanches de 4 ans jusqu'à la bar ou bat mitzvah. Allons sur le site judaïsmeenmouvement.org.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. L'heure du grand entretien de cette édition est arrivée. Monsieur le rabbin Raphaël Sadine, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos studios cet après-midi. Vous êtes le directeur, le Rosh Kollel du centre d'études Vezot Yehuda à Jérusalem, dans le quartier de Bet Vagan. Vous avez publié récemment un livre majeur consacré, on en a parlé à cette antenne, consacré à l'histoire de la pensée juive et qui s'intitule Le Verbe et la Lumière, le judaïsme et nous, et qui a été édité aux éditions du CERF. On va parler ensemble, Rav Sadine, de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif dans quelques instants. Mais avant cela, un mot sur la situation en Israël où vous résidez. On a beaucoup évoqué ces derniers jours la mise en place d'un couvre-feu nocturne dans une quarantaine de villes situées en zone rouge, des villes qui sont principalement orthodoxes et arabes. Comment va la vie dans ces quartiers que vous connaissez en partie ? C'est en même temps très difficile pour plusieurs raisons, des restrictions d'habitude de vie. Ça veut dire que le monde religieux est un monde communautaire, un monde où les gens vivent ensemble, prient ensemble, étudient ensemble, surtout pour les adolescents. Moi, j'ai des enfants dans les yeshivot, c'est carrément une catastrophe, dans la mesure où les yeshivot sont ou fermés, ou sont des petits groupes qu'on appelle des capsules, où ils étudient. D'ailleurs, c'est justifié. Mon fils était dans une capsule où un des étudiants a eu le Covid, donc ici. Donc ça a limité les risques pour le reste des étudiants. Tout à fait. Mais d'un autre côté, le judaïsme a toujours essayé que Yaakov, c'est l'anagramme de Yud Kov. Yud, c'est le futur, Kov, c'est la malédiction à la mort. Le juif est toujours capable de donner un futur à ce qui est négatif et de rebondir en positif. Donc il faut prendre cette épreuve d'abord par un effort de solidarité, un effort de réflexion. Le confinement peut être le moment d'une grande méditation, d'un arrêt, vous savez, du divertissement quotidien, du travail, des projets, pour se poser des questions fondamentales sur le sens de la vie qu'on vit. Et donc, il faut être capable de transformer cette malédiction en bénédiction, comme disait Lévinas. En opportunité ? En opportunité spirituelle et aussi en opportunité de rapport. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les couples. Vous savez, les familles qui ont été en confinement pendant 15 jours, un mois, ça a été des fois pas facile. Mais d'un autre côté, des révélations parfois. Des révélations, oui. Mais d'un autre côté, c'est l'occasion de retrouver le visage de l'autre vraiment, d'échanger, de prendre aussi peut-être d'expérimenter un autre chronos, un autre rythme du temps. Un autre rapport au temps ? Un autre rapport au temps, un autre rapport à la lecture, à la méditation, à l'interrogation. Donc il faut être capable de transformer cette période. Il faut éviter le stress. Il faut éviter surtout la stigmatisation. Comment on évite le stress d'un point de vue spirituel ? Alors, pour le faire très rapide, il y a 3 axes. D'abord, il y a un axe qui est En Od Milvado. C'est-à-dire que celui qui est juif, c'est que tout vient de Dieu, et comme Dieu est bon, il y a quelque chose de bon là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on le voit pas trop, il y a des choses insurmontables, je ne veux pas parler d'Achoa et tout, on n'a absolument pas comprendre, mais on sait que tout a un sens. Et surtout, c'est très important de ne pas être passif, d'être instrumentalisé par l'histoire et par le quotidien. La grandeur, la hauteur de l'humain, c'est justement d'assumer une hauteur existentielle, une hauteur à la pensée qui n'est pas conditionnée, circonscrite par des éléments matériels qui l'entourent. Et donc, c'est aussi la possibilité de s'arracher des déterminismes pour imposer un bonheur, une joie, au-delà de la satisfaction de la joie extérieure qui est donnée par un confort extérieur. Et donc pour ça, par exemple, il faut un peu moins suivre les actualités à la télévision. À la radio, c'est peut-être encore permis, mais à la télévision, pour essayer de se recentrer sur soi, sur sa famille, sur ses proches, sur sa vie. Ah oui, complètement. Il y a une overdose. Enfin, je veux pas accuser la presse, mais c'est vrai que la presse exagère un peu. Tous les jours, on donne le nombre de morts, tous les jours le nombre de contaminés. C'est tout à fait anxiogène. Imaginez qu'on donne tous les jours le nombre de morts par le cancer ou par les infarctus. Je pense que ça serait pas, les gens arrêteraient de fumer. Donc, il y a une polarisation et c'est normal autour du Covid. Mais il faut surtout pas. Il faut être capable de développer une pensée, une respiration, une beauté de vie où chaque jour est magnifique. Au-delà de cette ambiance anxiogène qui est imposée par le politique et les médias, qui est dans la normalité des choses, mais il faut être capable absolument de s'en arracher et de redécouvrir des choses comme le rapport à la nature, le rapport à l'autre, le rapport à soi. À condition qu'il n'y ait pas de confinement. Même le confinement, c'est quand même 500 mètres, c'est pas mal. On peut découvrir son quartier, on peut rendre visite à des amis, voilà.
Rav Sadi, nous nous trouvons maintenant à moins d'une semaine, tout pile de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Vous avez écrit un autre livre consacré aux fêtes juives, intitulé Chagim, et que je montre à nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook Live et YouTube. Vous y écrivez, je vous cite, « Le thème central de Rosh Hashanah est la réactualisation de la création de l'homme. Or, cette création nécessite un jugement dans la mesure où la reconduction de l'existence de chaque individu pour la nouvelle année oblige à se poser la question de sa pertinence. » Est-ce que ce face-à-face avec soi, auquel invite le mois d'Elul qui précède Rosh Hashanah et Kippour, est-ce que cette introspection a une couleur particulière cette année avant le jugement divin ? Ah oui, Alors, juste un mot sur Chagim, ce livre sur les fêtes. Je tiens à remercier publiquement Frédéric Brenner, qui est un grand photographe, qui a fait cadeau de 12 photos qui illustrent aussi le livre et la préface aussi de Rabbi Elie Lemen. Et je leur remercie parce qu'ils ont fait ça par amitié. Alors oui, effectivement, vous savez, la grande question de cette période, c'est que Rosh Hashanah, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que d'un côté, c'est le début de l'année, bon, il y a toutes les nations, toutes les civilisations, un début d'année. Il y a le nouvel an chinois, nouvel an chrétien, arabe, bon, d'accord, nouvelle année. Création de l'homme, pas création du monde, comme certains le disent, création de l'homme, et jugement. Et on se demande quel rapport entre tout ça. Et aussi le jour où on dit que Dieu est roi, puisque vous remarquerez que dans les prières, l'incantation quotidienne, répétée dans toutes les filotes, dans toutes les prières, c'est de dire Hachem Melech. On dit Melech HaKadosh, Melech HaMishpat pendant les 10 jours. Et on ne voit pas très bien le rapport entre tous ces concepts. Alors c'est très simple, pour le faire très simplement. Vous savez qu'il y a un midrash que j'aime beaucoup, qui dit que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que c'est une bonne idée de créer l'homme? Alors certains ont dit que oui, Ibaré, crée l'homme. Il est capable d'amour. Oui, Ibaré, crée l'homme, il est capable de tzedaka, d'aumône. L'autre, l'ange de la vérité, a dit, surtout ne crée pas l'homme, il est cool au sheker, il est menteur. L'ange de la paix, oh là là, 3 juifs, 4 synagogues, surtout ne crée pas l'homme, parce qu'ils font la guerre, il est cool au ktata. Et il y a une sorte de discussion de fracas céleste, comme ça, Ibaré à l'Ibaré. Et Dieu, au milieu des discussions, il leur dit, arrêtez! J'ai déjà créé l'homme, écrit Naaset Adam Betsalmenu, Atikra Naaset Naasan Naasakvar, je l'ai déjà créé. Atkan, le Midrash, tout le monde se pose la question, Dieu il fait ce qu'il veut, bien entendu, c'est le patron, mais pourquoi convoque-t-il une délibération sans en attendre le résultat et au milieu du Parlement des anges? Voilà, c'est comme si je vous disais, est-ce que j'achète cette maison? Vous me dites oui, vous me dites non, j'ai déjà acheté. Vous allez me dire, écoutez, mon gars, fallait pas me demander. Bon, alors Dieu il fait ce qu'il veut, d'accord, mais quel est le sens de cela? Et le Maharal de Pâques nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce qu'en vérité, cette discussion a lieu jusqu'à aujourd'hui. Ibaré à l'Ibaré. L'homme est une interrogation. L'homme est un doute. To be or not to be. Shakespeare avait eu l'intuition judaïque de cette idée-là. Ça veut dire que, et c'est fondamental parce que c'est le fondement de la crédibilité de la liberté. Si Dieu avait, et les anges, si Dieu avait décidé de ne pas créer l'homme, on serait pas là. S'il avait décidé que c'était bien de le créer, on n'aurait plus de fonction. On a décidé pour nous que c'est bien de le créer. Donc, qui va être affirmé la pertinence de la création? C'est chacun, à chaque instant. Vous donnez une aumône à un pauvre, Ibaré, c'est magnifique, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Vous faites du lachonara, de la médisance. Ah, l'Ibaré! On n'a jamais vu une baleine dire de la médisance sur sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Donc, à chaque instant, par un engagement, par une existence, vous confirmez, vous infirmez la pertinence de la création, et c'est le fondement de la liberté. Alors, une pertinence qui se joue à chaque année au moment de Rosh Hashanah. Alors, à Rosh Hashanah, ce qu'il faut faire, alors je donne ici un renseignement très précieux pour nos auditeurs, pour passer, parce qu'on dit que à Rosh Hashanah, Dieu va nous prendre un par un, il juge collectivement, nous, pas que nous d'ailleurs, le monde entier, nos amis gentils, nos amis non-juifs vont être jugés aussi, les nations vont être jugées, tout le monde va être jugé, mais individuellement, il nous prend, et il nous regarde dans un visage, c'est une seconde, le Harizal dit que ça dure une fraction de seconde, il y a des moments il y a des rabbanim qui le sentent, qui pleurent à ce moment-là. Dieu nous regarde et dit, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde entier pour cet homme? Vous vous rendez compte le jugement qu'on doit passer? C'est un jugement effroyable. Est-ce que vous justifiez la création du cosmos? Vous? Moi, vous. Donc c'est pas seulement la pertinence de la vie individuelle d'une personne qui se joue, mais à travers sa vie, la pertinence de la création, de la pérennité du monde. Tout à fait. Or, on aurait pu s'imaginer que dans les prières, on demande vie, donne-moi la vie. Or, c'est très tardif, c'est les gaonim qui au Moyen-Âge qui ont mis ça. On passe son temps à ne dire que Melech. Alors le sens, c'est ça, je veux le dire en 30 secondes. C'est qu'en vérité, personne ne peut vraiment passer justifié. C'est pas le jour où on fait tchouva, par exemple, c'est pas le jour où on fait repentance, comme un guimou. Il faut dire la chose suivante, dire, Dieu, tu m'as créé avec le bien et le mal, d'accord? Et tu vas me recréer, parce qu'il faut bien comprendre, on a oublié de le dire, les fêtes juives, c'est jamais les anciens combattants, c'est toujours la réactualisation métaphysique
d'une chose qui s'est passée dans la Torah, comme à Kippour, on va pas se souvenir qu'il y a 3500 ans, Dieu nous a pardonné. On est pardonné. Et à Rosh Hashanah, on est recréé. Simplement, pour nous recréer, il faut nous juger. Et pour nous juger, la seule façon de passer le jugement, c'est d'accepter le job. Dire, écoute, tu m'as créé avec je suis pas parfait, loin de là. J'ai du bien, j'ai du mal. J'ai les deux. J'ai Ibaré vers l'Ibaré. Crée-moi, ne me crée pas. Je prends ces deux-là et je te les donne. C'est-à-dire, maintenant ma vie va être une vie de combat entre le bien et le mal. Et si quelqu'un fait ça, il s'inscrit dans le projet de la création de l'humain et il est forcément Mouftash Ena Solonès, comme dit la Gemara, il est sûr qu'il aura un miracle, le miracle de sa création. Merci beaucoup, Rav Sadine. Il est déjà malheureusement presque 14h30. On aurait aimé vous écouter encore quelques minutes, mais vous reviendrez, je l'espère, très bientôt à cette antenne. Je rappelle le titre d'un de vos livres, Chagim, les fêtes juives, que j'invite nos auditeurs et auditrices à se procurer. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom. Shana Tova.